1921, Hitler constitue une milice politique appelée la Sturmabteilung, la section d'assaut. Également appelée SA, elle est commandée par un ancien capitaine d'armée, Ernst Röhm. Surnommés les chemises brunes à cause de leur uniforme caractéristique, les miliciens de la SA participent à des émeutes et à des actes violents. Mais Hitler est convaincu que ses ennemis, à la fois à l'intérieur et en dehors du parti nazi, essaieront de le supprimer s'ils en ont l'occasion. Afin de se protéger, Hitler crée un groupe paramilitaire fidèle dont la tâche sera de veiller sur lui et sur les autres leaders nazis. En avril 1925, seulement 8 hommes constituent le groupe d'élite des gardes du corps appelé Schutzstaffel ou escadron de protection. Cette appellation est rapidement abrégée à SS, devenant tristement célèbre. À cause de leur uniforme noir caractéristique, ils sont très vite surnommés la Garde Noire ou l'Ordre Noir. Pendant les 4 prochaines années, la SS est un petit groupe de gardes rapprochés d'élite qui accompagne Hitler dans ses moindres déplacements. En janvier 1929, Hitler nomme Heinrich Himmler à la tête de la SS. Pour consolider le groupe et rivaliser avec la SA, Himmler est totalement dévoué à Hitler et s'attache à développer sa nouvelle force policière. En 4 ans, la SS recrute 52 000 hommes. La loyauté envers Hitler est le principe fondamental de la SS. La nouvelle organisation de la SS est essentiellement un dispositif de sécurité interne et secret qui va aider à la montée au pouvoir des nazis. En janvier 1933, le président Hindenburg espère que nommer Hitler chancelier l'apaisera et le réduira au silence. Mais il se trompe. Les nazis ont toujours utilisé la violence pour intimider leurs opposants et une fois Hitler au pouvoir, cela ne changera pas. En 1933, s'ouvre le camp de concentration de Buchenwald pour incarcérer les prisonniers politiques. Dès lors qu'Hitler est nommé chancelier, des milliers de gens y sont envoyés. Au départ, il ne s'agit pas de juifs. Les nazis prennent d'abord pour cible l'intelligentsia et leurs ennemis politiques. En mars 1933, le Reichstag est incendié dans des circonstances demeurées mystérieuses. Les nazis accusent les communistes, mais l'histoire accuse les nazis. Cette dernière institution de la République de Weimar est réduite en cendres et Hitler s'en sert comme une excuse pour faire emprisonner communistes et socialistes. Hitler et les nazis s'en prennent également aux plus faibles. Des Allemands handicapés mentaux et moteurs sont envoyés dans des hôpitaux spéciaux, où ils sont stérilisés de force et finissent par être euthanasiés. Le 1er avril 1933, les nazis se mettent à boycotter les entreprises juives. Les miliciens de la SA se postent devant les boutiques juives et dissuadent quiconque essayant d'y entrer. La semaine suivante, les Juifs travaillant dans la fonction publique sont licenciés de leur poste. Au cours de l'année, les non-ariens et quiconque possédant un parent ou un grand-parent juif sont bannis des professions comme le droit, les banques, la médecine et le journalisme. Ironie du sort, la plus grande menace pour la survie d'Hitler au début du Troisième Reich viendra de la SA. Ernst Röhm, leader de la SA, est demeuré fidèle à Hitler depuis le début. Il attend qu'Hitler, en tant que chancelier, récompense la SA en lui offrant plus de pouvoir et d'avantages. Les miliciens de Röhm sont en grande partie responsables de la montée au pouvoir d'Hitler. Sur les lignes de front de la révolution politique nazie, ils ont risqué leur vie en combattant les communistes pour avoir le pouvoir et ont écrasé tous les opposants à Hitler. Mais la SA, si elle le souhaite, est maintenant suffisamment puissante pour déloger Hitler et devient ainsi une menace. Hitler ne peut pas non plus contrôler l'armée, à moins d'éliminer la SA, ce qui constitue une véritable menace pour le corps officier prussien. Il est temps de remplacer la SA par la SS. 30 juin 1934, la nuit des longs couteaux. Hitler a sciemment préparé un faux coup d'État impliquant Röhm et d'autres leaders de la SA. Ils sont convoqués dans une villa à l'extérieur de Berlin. Ils sont accueillis par un escadron de la SS et ils sont arrêtés.
Hermann Göring et Heinrich Himmler accusent Röhm d'être homosexuel. Röhm est emprisonné, roué de coups et forcé à avouer. Alors qu'il refuse, on lui tend un pistolet. Comme il ne veut pas se suicider, Röhm meurt sous les coups de feu des officiers SS. À Berlin, d'autres unités SS arrêtent quelques 150 leaders de la SA. Ils sont ensuite fusillés 4 par 4 par un escadron de tireurs dans les baraquements de Lichterfeld. Près de 200 personnes sont assassinées lors de la nuit des longs couteaux, également appelée la purge sanglante. La plupart étaient au service de Röhm. Mais certains étaient des ennemis politiques d'Hitler, tels que le général Kurt von Schleicher, dernier chancelier de la République de Weimar. Cette tuerie sanglante, ainsi que l'absence de riposte d'Hindenburg, confirment la place d'Hitler en tant que leader politique incontesté de l'Allemagne. Quelques semaines après le massacre, Hitler récompense Himmler en faisant accéder la SS au statut de groupe indépendant. Désormais détaché de la SA, Himmler est dès lors uniquement sous les ordres d'Hitler. La SS, entièrement dévouée à Hitler, peut tuer n'importe qui sur simple demande et devient l'instrument de terreur personnel du Führer, ainsi qu'une force militaire effrayante et toute puissante. En cautionnant la purge sanglante, les généraux de l'armée allemande marchent derrière Hitler et entament un long périple qui les mènera au cours des 11 années qui suivent à la reconquête du monde, puis finalement aux échafauds de Nuremberg. « 30 janvier 1933, un nouveau chapitre de l'histoire allemande commence lorsqu'Adolf Hitler sort du palais présidentiel en tant que chancelier de la nation allemande. Entouré de sympathisants, il monte dans sa voiture et s'éloigne à travers la haie d'honneur formée par la foule qui l'acclame. Plus rien ne semble faire obstacle entre Hitler et son pouvoir absolu en Allemagne. Si ce n'est Paul von Hindenburg, le président allemand de 87 ans qui attend la mort dans sa maison de campagne en Prusse. Pour Hitler, la mort de Hindenburg ne pourrait survenir à un meilleur moment. Il vient d'anéantir les chemises brunes et il a scellé dans la pierre le soutien des généraux de l'armée. Il ne lui reste désormais qu'à régler le problème de succession du président Hindenburg. Hitler décide de manière évidente qu'il doit succéder à Hindenburg, mais pas en tant que président, en tant que Führer, ou chef suprême du peuple allemand. Le 2 août 1934, la mort tant attendue d'Hindenburg finit par arriver. En quelques heures, le Parlement nazi annonce que le cabinet du président fusionne avec celui du chancelier. Il est officiellement décrété que le dirigeant suprême de l'État allemand sera Adolf Hitler. Le peuple allemand n'a aucune possibilité de voter cette loi. La décision est simplement imposée. Aussitôt après l'annonce du nouveau Führer, le corps des officiers allemands ainsi que chaque soldat de l'armée allemande doit porter un tout nouveau serment d'allégeance. Je jure devant Dieu, par ce serment sacré, que je vouerai une obéissance inconditionnelle à Adolf Hitler, le chef de la République allemande et du peuple, commandant suprême des forces armées, et serai prêt en tant que courageux soldat à risquer ma vie à tout moment pour honorer ce serment. Ce serment sans précédent est fait envers Hitler personnellement et non envers l'État allemand ou la Constitution. Tout homme en uniforme, conformément au code militaire, doit désormais considérer l'obéissance à Hitler comme un devoir sacré. L'armée allemande devient ainsi l'instrument personnel d'Adolf Hitler. En 2 mois, Hitler acquiert un pouvoir dictatorial grâce à un acte passé par le Parlement qui est contrôlé par les nazis. L'accès au pouvoir d'Hitler signifie que les jeunesses hitlériennes et toute autre organisation nazie ont désormais le soutien officiel de l'État. La période de la Gleichschaltung nazie ou collaboration forcée commence aussitôt.
toute institution ou organisation allemande doit soit devenir nazie, soit disparaître. Nur seine eigene Führung und seine eigene Arbeit. Das Ausland hat dazu gar nichts beigetragen. Baldur von Schirach, leader des jeunesses hitlériennes, cherche dès lors à endoctriner l'ensemble des 400 autres organisations de jeunesse à travers l'Allemagne. Nun, meine Kameraden, seid ihr zum Abschluss eures Marsches hierher gekommen. Warum fließt dieser gewaltige Bekenntnismarsch des jungen Deutschland in Landsberg? Es soll Jahr für Jahr immer wieder der Jugend unseres Volkes hier klargemacht werden, dass es einst in unserem Volke möglich war, dass Deutschlands größter Sohn hier in Gefangenschaft saß. Der Führer gab uns aus der Einsamkeit dieser Zelle heraus einst das Buch Mein Kampf. Ihr sollt in eurem ganzen zukünftigen Leben aus diesem Buch die Kraft gewinnen, euren Kampf, den Kampf des deutschen Volkes, den Kampf der jungen Generation, den Kampf des Deutschlands der Zukunft führen zu können. Und wenn die Fahne der Jugend von hier wieder heimkehren, dann wird all das, was ihr in den langen Wochen eures Marsches empfunden habt, weiterleben, unvergänglich und unzerstörbar, wie die Symbole, die auf diese Fahnen geheftet sind. Unser Führer, unser geliebter Führer Adolf Hitler, Sieg heil! Les nazis misent sur l'enthousiasme naturel des jeunes générations, sur leur soif d'action et sur leur désir d'intégration. Ils espèrent que chaque jeune considérera sa propre unité de jeunesse hitlérienne comme sa deuxième maison, voire sa véritable demeure. 3,5 millions de jeunes hommes et femmes entre 14 et 18 ans ont juré fidélité éternelle à Adolf Hitler. Ils constituent la prochaine génération de nazis. Mais dans l'esprit d'Hitler, cela marque le début de la conquête du monde. Les Jeux olympiques n'ont jamais atteint une telle ampleur. Plusieurs invités lèvent la main pour faire le salut nazi. On ne sait pas si c'est par respect pour leurs hôtes ou dû à leur ignorance. L'explication fournie est qu'il s'agit d'un salut olympique officiel. Le relais de la flamme olympique est aussi une nouveauté et survivra à cet empire. L'organisation est parfaite. Ich verkünde die Spiele von Berlin als eröffnet. Le dictateur a pensé à tout, sauf peut-être aux Jeux eux-mêmes. Hitler n'accordait aucune importance à ces Jeux. Il se devait d'être officiellement présent le premier jour. Il refusa de se rendre au stade. Ce jour-là, 3 Allemands remportèrent des médailles d'or, ce à quoi on ne s'attendait pas. On pensait que les Allemands n'avaient aucune chance de gagner. Alors ils déclarèrent qu'ils n'avaient gagné que grâce à la présence du Führer. Dès lors, celui-ci se rendit au stade tous les jours. Hitler pense que les Jeux prouveront la supériorité de la race aryenne. La victoire de Jesse Owens, un athlète noir, lui démontre le contraire. Jesse Owens est le meilleur athlète américain. Son équipe apporte un souffle de liberté sous le Troisième Reich et cet événement influence le monde du sport tout entier. Comme le disait toujours Jesse, il était venu aux Jeux Olympiques de Berlin pour courir. Et c'est ce qu'il a fait. Il a couru. Il n'a pas du tout prêté attention à Adolf Hitler. Berlin est encore une ville ouverte.
On peut y acheter discrètement Der Stürmer, le journal local au ton léger. Cette tolérance se transforme rapidement en illusion. Mais pendant 2 semaines, la situation semble paisible. La vie semblait plus agréable pendant les Jeux. Nous pensions que la situation ne serait pas aussi désespérée sous le Troisième Reich. On croyait que les Jeux olympiques permettraient d'avoir un pays plus agréable et plus tolérant. Mais cette atmosphère paisible fait oublier les objectifs du gouvernement. Le mécanisme de la terreur continue à s'étendre. Pendant que la jeunesse déambule dans un Berlin épuré, on construit le camp de concentration de Sachsenhausen. Tout était conçu pour montrer une Allemagne qui n'avait rien à voir avec la réalité. Cette réalité engendre des protestations aux États-Unis et le risque de boycott menace les Jeux. Mais une femme, Hélène Mayer, à moitié juive et d'origine allemande, comme aiment à le rappeler les nazis, empêche le scandale d'éclater. Bien qu'elle vive aux États-Unis, elle demande la permission de participer aux épreuves d'escrime en tant qu'Allemande et elle l'obtient. Le premier jour, Cornelius Johnson, un noir américain champion de saut en hauteur, remporte la médaille d'or. Hitler est furieux et refuse de serrer la main à Johnson. Habituellement, personne ne se place au-dessus des athlètes dans le stade. Sur la piste de saut en longueur, un autre athlète fait des merveilles. Avec 8,60 m, Jesse Owens bat le record du monde. Les spectateurs présents dans le stade l'acclamaient. Et l'image reste gravée. Jesse Owens, Jesse Owens. Ce qui était extraordinaire pour lui. Cela ne correspondait pas aux histoires qu'on pouvait lire. Owens remporte également le 100 mètres. Owens liegt schon vorn, Strandberg hinter ihm, Rosenberg kämpft sich heran. Mit Nachkult, Ziel, Sieger im 100-Meter-Lauf, Jesse Owens. Hitler est contrarié. Je me trouvais par hasard à proximité d'Hitler lorsque le commentateur a annoncé qu'Owens avait remporté le 100 mètres et la médaille d'or. À ce moment-là, Hitler a repoussé sa chaise dans un accès de colère et est brusquement sorti avec une expression très sombre sur le visage. D'autres Allemands ne suivent pas l'exemple d'Hitler et acclament chaleureusement leur favori, défiant l'idéologie officielle. Le moment le plus précieux pour mon père en Allemagne a été de remporter ces 4 médailles et de prouver au monde entier qu'il en était capable. Parce qu'il n'appartenait pas à la race supérieure, comme il disait, mais qu'il était noir. Un homme noir extrêmement fier. Dans le village olympique, les sportifs sont surveillés en permanence. La plupart des employés sont membres de la Gestapo et vont même jusqu'à contrôler le courrier. Une des lettres adressées à Jesse Owens dit qu'il devrait rendre ses médailles en signe de protestation. Mais il n'a jamais reçu cette lettre. Les Jeux olympiques suscitent beaucoup d'enthousiasme de la part des médias. C'est la première fois que la télévision diffuse un événement sportif de cette ampleur. Les journalistes s'affichent volontiers devant les caméras. On ne voit que de belles images et de beaux individus blancs. Une fausse image créée par la réalisatrice favorite d'Hitler, Leni Riefenstahl. Dès le début, je ne voulais pas faire un film totalement réaliste, mais un film en mémoire de l'esprit des Jeux olympiques. Je devais donc créer quelque chose qui aille au-delà du sport. On dit souvent que je montre les gens de façon trop idéale. Ce n'est pas moi qui ai créé ces gens, mais Dieu. Le gouvernement se servira de ce film.
C'est en regardant en arrière que l'on se rend compte à quel point les Jeux olympiques furent utilisés pour la propagande. En commençant par la Nuit de cristal en 1938, puis avec l'horrible guerre. Les colombes de la paix survolent Berlin, tandis que l'Espagne est bombardée. Le premier jour des Jeux, la Légion d'Hitler, le Condor, intervient dans la guerre civile au sud de l'Europe. Une sorte de répétition en costume pour une plus grande guerre. Durant les Jeux, Hitler donne secrètement cet ordre. La nouvelle armée nazie, la Wehrmacht, sera prête à partir en guerre dans les 4 ans à venir. À la fin des Jeux, un dôme s'illumine. Quelques années plus tard, ces mêmes lumières illumineront le ciel, mais pour d'autres raisons. « 12 mars 1935. Hitler convoque son cabinet et les généraux de l'armée pour une réunion. Il leur annonce une décision majeure. L'Allemagne va ouvertement remettre en cause les restrictions militaires du traité de Versailles et reconstituer son armement. Briser le traité représente un affront pour la France et l'Angleterre, anciens ennemis de l'Allemagne durant la Première Guerre mondiale. Le monde attend leur réaction à cette nouvelle. Certains généraux de la Wehrmacht, plus prudents, pensent subir aussitôt une offensive militaire de la France. Il ne se passe absolument rien. Au jeu de la diplomatie internationale, Hitler ne joue son prochain coup qu'un an plus tard. Il prend là l'un des plus gros risques de toute sa carrière. À l'aube du 7 mars 1936, 3 bataillons de la Wehrmacht traversent les ponts surplombant le Rhin et pénètrent le cœur industriel de l'Allemagne, connu sous le nom de Rhénanie. Ceci constitue une autre violation majeure du traité de Versailles. Le monde entier attend de voir la réaction des Français et des Britanniques. Les troupes allemandes entrées en Rhénanie ont même reçu l'ordre de battre en retraite si l'armée française attaque. Mais les politiciens français sont incapables de convaincre leurs généraux d'agir. Ils ne réussissent pas non plus à obtenir le soutien des Britanniques pour une offensive militaire. Ils ne réagissent pas. 41 mois vont s'écouler entre le jour où Hitler prend le contrôle de l'armée allemande et le début réel de la Seconde Guerre mondiale. Pendant cette période, Hitler pratique une politique violente. Il menace et ment aux différents dirigeants européens afin d'étendre les frontières de son empire. La portée de la stratégie d'Hitler et de la propagande nazie ne se limite pas aux frontières de l'Allemagne. Dans l'Autriche voisine, un sentiment pro-nazi grandissant s'empare du gouvernement, l'incitant à rejoindre le Troisième Reich. Kurt Schuschnigg, le chancelier autrichien, souhaite rester indépendant, mais il est renversé par un coup d'État du parti nazi autrichien organisé à Vienne. Le jour suivant, les troupes de la Wehrmacht occupent l'Autriche et lui imposent l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie. Les troupes allemandes sont accueillies par une foule en délire qui les salue et porte des drapeaux nazis. Mais tous les Autrichiens n'accueillent pas les nazis à bras ouverts. Entre le 12 mars et le 10 avril, la Wehrmacht arrête plus de 70 000 Autrichiens, socialistes, communistes et juifs, qui sont envoyés soit en prison, soit en camp de concentration. Après quelques semaines à Vienne, Hitler s'adresse à une foule de 200 000 Autrichiens et proclame l'Union, se désignant lui-même ainsi que le régime nazi, non pas comme un tyran, mais comme un libérateur. Les nazis proposent aux électeurs un scrutin afin d'approuver ou non l'annexion de l'Autriche. Selon les sources officielles nazies, l'union de l'Allemagne et de l'Autriche est approuvée à 99,73% par les électeurs. Ce n'est pas étonnant
quand on sait que les électeurs autrichiens ne votent pas à bulletin secret, mais doivent voter à main levée devant les impressionnants employés nazis. L'unification de l'Allemagne et de l'Autriche constitue une autre violation directe du traité de Versailles. Mais tout comme pour les précédents affronts, les pays voisins ne réagissent pas, de peur qu'une confrontation directe avec l'Allemagne ne provoque la guerre. Désormais, Hitler commence à s'intéresser à des territoires qui n'ont jamais fait partie de l'Allemagne. L'expansion des frontières ne s'arrêtera pas là. C'est la dernière année de paix en Europe. Mais la paix est illusoire. Hitler ne pense qu'à la guerre, luttant pour un grand empire allemand. Il a déjà récupéré l'Autriche. Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. C'était une situation étrange. Hitler ne souhaitait pas imposer directement l'Anschluss, mais il voulait seulement que le Parti national-socialiste gouverne l'Autriche. D'un autre côté, avec des nouvelles positives de France et d'Angleterre, et vu qu'aucune menace ne venait de Russie, pourquoi ne pas franchir cette étape? Ce qui signifie l'implosion de la Tchécoslovaquie. La première cible est la région des Sudètes. Konrad Heinlein, le chef du parti allemand des Sudètes, fait tout ce qu'il peut pour faire passer Hitler pour un sauveur. Herr Benesch hat diesen Sudetendeutschen keine Geschenke zu geben. Sie haben das Recht, ein eigenes Leben zu beanspruchen, genauso wie jedes andere Volk. Die Deutschen in der Tschechoslowakei sind weder wehrlos noch sind sie verlassen. Das Édouard Beneš, le président de la Tchécoslovaquie, a très peu d'options. Ses compatriotes lui ordonnent de ne rien promettre au parti de Heinlein. Beneš se sent manipulé. Chaque fois que le gouvernement tchèque acceptait les conditions, les Allemands des Sudètes rajoutaient des revendications supplémentaires, si bien qu'aucun accord ne put être signé. Comme le dit Hitler, l'horoscope du moment est à la guerre, pas à la paix. Mais les puissances occidentales ne baissent pas les bras. I'm going to meet the German Chancellor because the situation seems to me to be one in which discussion between him and me may have useful consequences. My policy has always been to try to ensure peace. Mais le combat de Chamberlain pour la paix est vain. Hitler surmonte la crise. Il exige qu'on lui remette les Sudètes. Les soldats tchèques et les armées allemandes des Sudètes s'affrontent violemment. La guerre semble inévitable. Mais les Britanniques et les Français sont de nouveau prêts à satisfaire les demandes d'Hitler. Prague doit se résigner. Les gens se sentent trahis par leurs dirigeants. Ils exigent de plus en plus d'armement. Le jour suivant, il y eut une grande manifestation, la plus grande qu'on ait jamais vue en Tchécoslovaquie. Elle eut lieu devant le Parlement de l'époque, le Rudolfinium, où la foule demandait au gouvernement de démissionner. Le peuple exigea un nouveau gouvernement qu'il pourrait élire et qui serait capable de protéger leur pays. Chamberlain rend à nouveau visite à Hitler à Godesberg sur le Rhin. Il apporte dans ses bagages les documents pour un accord avec les nazis. La réunion fait scandale. Le dictateur lance un ultimatum lors de ces négociations, lui remettre immédiatement l'ensemble des Sudètes ou entrer en guerre. La conférence est un échec. Prague rejette les revendications et les menaces d'Hitler.
les alliés occidentaux offrent leur collaboration. Les réservistes s'enrôlent dans l'armée. La guerre pointe à l'horizon. Hitler joue avec la terreur. Es ist die letzte territoriale Forderung, die ich in Europa zu stellen habe, aber es ist die Forderung, von der ich nicht abgehe und die ich fordere zu erfüllen werde. Ich habe Herrn Dennis ein Angebot gemacht. Es ist nichts anderes als die Realisierung dessen, was er selbst schon zugesichert hat. Er hat jetzt in seiner Hand Frieden oder Krieg. Er wird dieses Angebot jetzt akzeptieren und den Deutschen endlich die Freiheit geben. Oder wir werden diese Freiheit uns jetzt holen. À Berlin, les dirigeants de la Wehrmacht sont prêts à se battre. Mais ce qu'Hitler ne sait pas, c'est que de hauts fonctionnaires militaires préparent un coup d'État. Leur plan est d'arrêter Hitler lorsqu'il donnera l'ordre d'entrer en guerre. Certains souhaitent le voir mort. Ils veulent éliminer Hitler afin d'éviter une autre guerre. Des nouvelles amènent alors de nouveaux espoirs. Une conférence de paix à Munich. Grâce à la médiation de Mussolini, le plaidoyer d'Hitler est atténué. Il y a 2 dictateurs et 2 démocrates. Tous les 4 sont chaleureusement accueillis. Seul le gouvernement de Prague n'est pas invité aux négociations. Certaines revendications de Mussolini sont pratiquement rédigées par Hermann Göring. Hitler et les nazis ont récupéré les Sudètes en ne faisant quasiment aucun effort. À 1 h du matin, le destin de la Tchécoslovaquie est scellé. Lorsque nous avons entendu le résultat de la conférence de Munich, nous étions tous satisfaits. Le peuple l'était aussi car on pouvait ainsi éviter la guerre. Évidemment, on ne savait pas que les intentions d'Hitler étaient totalement différentes de ce qui se disait. Mais Chamberlain soupçonne Hitler. Le contrat de Munich n'est qu'un sursis afin de gagner du temps pour s'équiper en armement, alors même qu'il s'agit d'un contrat de paix. The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. C'était une trahison terrible de la part de nos alliés. Dès la fondation de la Tchécoslovaquie, ils nous avaient assuré qu'ils garantiraient notre sécurité et notre liberté. Nous avons été trahis. Octobre 1938. Quelques jours après avoir signé la Convention de Munich, l'armée allemande envahit les Sudètes. Hitler et son armée défilent à travers les rues. Certains acclament les nazis comme leurs libérateurs, les autres appréhendent l'avenir. L'Allemagne dans les années 30. Les apparences sont trompeuses. En réalité, une partie de la population vit dans une grande misère. Le gouvernement finit par montrer son vrai visage. En novembre, les synagogues sont incendiées. La population juive devient la proie à abattre. La torture et les meurtres commencent. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient de nous, c'était l'ouverture de la chasse. Et ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Les nazis entament une violente campagne à travers tout l'Empire. Le prétexte officiel est l'assassinat à Paris de Ernst von Rath, un diplomate allemand. En protestation à la déportation violente de sa famille hors d'Allemagne, un réfugié juif de 17 ans veut attirer l'attention du public.
Son plan est d'assassiner le gouverneur d'Hitler à Paris. Une des 5 balles atteint le diplomate. Von Rath est emmené à l'hôpital et meurt 2 jours plus tard. Le gouvernement d'Hitler célèbre la commémoration du 9 novembre. L'événement est le prétexte idéal pour faire de la propagande. Goebbels a déjà bien entretenu un sentiment de haine. L'assassin sert d'excuse pour attaquer. Le chef de la propagande voit immédiatement une opportunité dans la mort du diplomate. Il écrit dans son journal « Je dois me rendre à une réunion à l'ancien hôtel de ville. C'est le chaos dehors. J'informe le Führer de ce qui s'est passé. Il me dit de laisser faire la manifestation. Nous rappelons la police. Que les Juifs ressentent la colère du peuple. Je donne aussitôt des ordres à la police et j'informe le parti. Je fais un discours rapide devant les dirigeants. » Son discours était agressif et tranchant quant à ce qui pouvait arriver aux Allemands dans le monde. Si quelque chose comme ça arrivait, nous devions réagir comme nation et ne pas le laisser impuni. Les plans des nazis se confirment. Vague d'applaudissements. Tout le monde se rue sur le téléphone. Les gens vont passer à l'action. Ce ne sont pas les gens qui passent à l'action, mais les membres du parti. Ils organisent une multitude d'incendies. Bientôt, les synagogues de centaines de villages vont être en feu. Tout comme celle de Bielefeld, sous les yeux de la foule. L'ordre est donné d'ouvrir une chasse à l'homme. Et la traque commence. J'ai entendu un grand fracas et les vitrines des boutiques ont été complètement détruites. Je ne savais pas ce qui se passait. Puis j'ai reconnu les croix nazies et des étoiles juives avaient été peintes sur les vitrines. Ensuite, j'ai entendu des cris et j'ai vu que des gens étaient jetés hors de chez eux. Ils sont aussi venus dans notre rue. Il y avait environ 500 ou 600 Allemands. Ils criaient et ils chantaient. Il y avait une femme âgée avec eux. Je n'ai pas reconnu son visage, mais ils l'ont traînée par les cheveux tout le long de la rue. La colère spontanée de la foule, comme la propagande l'a décrite, est une mascarade bien organisée. La plupart des incendiaires portent ouvertement leurs uniformes ou leurs insignes du parti. Ceux qui ont participé étaient de simples citoyens ou des membres respectables de la société. Lorsque les cris se sont amplifiés, mon père est descendu dans la boutique. Quand il est arrivé dans les escaliers, on a entendu un coup de feu. Il a juste dit « C'est tout ce que j'ai entendu, on m'a tiré dessus ». Non seulement il tirait sur les gens, mais en plus il criait des slogans comme « Dehors les Juifs !» « À mort les Juifs !» Mon père disait toujours « Mes parents et mes grands-parents ont vécu dans cette maison, je ne partirai pas d'ici. » Au milieu du chaos, des gens criaient à mon père « Tu n'as pas voulu quitter les lieux vivants, on fera sortir ton cadavre. » Plus de 400 personnes sont tuées ou torturées. Plus de 1400 synagogues et 7500 magasins sont pillés et détruits. La réaction du public est divisée entre une participation au pogrom et de la compassion pour les victimes. Les gens avaient tellement peur qu'ils se parlaient à peine. Ils se sentaient tellement menacés qu'ils avaient peur de venir en aide à leurs voisins juifs. Ils ont fini par les aider, plus qu'on aurait cru, mais uniquement dans le secret. L'être humain n'a aucune valeur.
Le meurtre est tout à coup toléré. Le gouvernement approuve tous les péchés, tous les crimes. Saisie de biens, arrestations, les plans organisés à l'avance sont mis en œuvre. Les listes d'adresses sont bien renseignées. Les officiers de la loi travaillent de manière systématique. À travers le pays, la police arrête principalement les hommes juifs soupçonnés de posséder une grande fortune. La prise d'otages est organisée par le gouvernement. Le but est de faire disparaître les Juifs de l'économie et du pays. Ils ne peuvent évidemment pas emporter leurs biens avec eux. Sachsenhausen, Dachau, Buchenwald, ce sont les portes de la discrimination sociale. Un chantage violent se met en place. Ceux qui acceptent d'abandonner leur fortune et sont prêts à quitter le pays seront libérés. Ceux qui le peuvent tentent d'obtenir un visa. Les pays d'accueil ne peuvent recevoir qu'un nombre limité de gens. Les enfants ont plus de chances de partir. Certains pays voisins sont prêts à les accueillir. Adieu à tout jamais. Durant la nuit du pogrom, le gouvernement a essayé de voir jusqu'où il pouvait aller. Les Juifs allemands ont compris alors qu'ils ne pourraient pas vivre en paix en Allemagne en tant que Juifs allemands. Cela devint très clair la nuit du pogrom. Varsovie à la fin d'un été idyllique, juste avant la catastrophe. La radio de Varsovie diffuse un récital de piano. Nous avions un superbe piano Steinway, un instrument immense et fantastique. Je jouais un récital. Tout à coup, on a entendu exploser une bombe. Je me suis dit, ça doit être un exercice militaire. Malheureusement, ça ne l'était pas. C'était la guerre. Venant de l'ouest, on entend le rugissement de la bataille. La Wehrmacht a envahi la Pologne. Avant cela, plusieurs jours et semaines auparavant, nous avions suivi les menaces d'Hitler avec attention et tout était publié dans les médias. Hitler veut détruire la Pologne. Il veut la guerre à n'importe quel prix. Il déclare ceci au commandant de la Wehrmacht. Le but est l'élimination des forces vivantes. Même si la guerre commence à l'ouest, notre priorité est d'anéantir la Pologne. L'utilisation de la violence est nécessaire. Le pouvoir reviendra au pays le plus fort. La tâche du ministre des Affaires étrangères d'Hitler est d'assurer la destruction de la Pologne. L'Allemagne signe un traité de non-agression avec Staline, son ancien ennemi. Cet accord choque l'Occident. Nous ne savions pas que Ribbentrop se rendait à Moscou. Je veux dire, nous savions qu'ils avaient eu des contacts, mais bien moins importants, de manière moins significative. Staline veut sa part du gâteau. Ensuite, Hitler sera libre d'envahir la Pologne. Des soldats SS habillés en uniforme polonais feignent une attaque contre la station de radio allemande de Gleiwitz. Achtung, Achtung! Hier ist der polnische Aufständischen-Verband. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Le Schleswig-Holstein ouvre le feu sur Westerplatte, puis sur Gdansk.
C'est une guerre sans déclaration. Les troupes de choc allemandes envahissent le pays. C'est le même scénario dans beaucoup d'endroits. L'invasion est mise en scène pour faire de la propagande. Un groupe de soldats a été choisi parmi ma compagnie à des fins de propagande. Sur l'ordre du parti, on devait détruire la barrière. Elle avait déjà été sciée et préparée. Nous étions une dizaine. On faisait semblant de faire de gros efforts pour la casser en deux. L'invasion ne reste pas sans conséquences. Hitler sous-estime l'Occident. Les Britanniques et les Français soutiennent leurs alliés. 3 septembre, Paul Schmitt, le traducteur d'Hitler, lui remet la déclaration de guerre de la Grande-Bretagne. Au procès de Nuremberg, le messager se souvient. Hitler blickte einigermaßen besorgt vor sich hin. Dann beendete das Schweigen mit einer etwas brüsken Frage an den Außenminister: Was sollen wir nun machen? La déclaration de guerre française arrive le même jour, peu après celle de la Grande-Bretagne. Pourtant, personne ne critique la guerre éclair d'Hitler, son blitzkrieg envers la Pologne. Ce sont les armes de la Seconde Guerre mondiale contre celles de la Première. Une cavalerie pouvait-elle lutter contre des chars, contre les canons et les armes à feu des Allemands? On n'avait aucune chance. Les soldats allemands étaient transportés au front sur des camions. Et nous étions à pied. Au final, la Wehrmacht peut attaquer comme bon lui semble. Les bombardiers éliminent consciencieusement les villages juifs. En marge de la guerre commence la terreur envers la population civile. Les Polonais pourront survivre à l'obsession d'Hitler, mais uniquement comme des esclaves. Nous avons vu beaucoup de civils se faire arrêter et être emmenés. Des civils, des soldats, ça ne pouvait être que l'œuvre de la Wehrmacht. La ligne de front se rapproche toujours plus. Les troupes d'Hitler sont aux portes de Varsovie. À nos yeux, la guerre serait très courte. Nous étions certains que la Pologne vivait ses dernières heures. L'offensive suivante arrive de Russie. Staline a sa part de responsabilité dans ce désastre. Les vainqueurs se rencontrent à Brest-Litovsk. La campagne commune dévastatrice réunit Hitler et Staline. On a bu en l'honneur de la fraternité entre Allemands et Soviétiques en disant « Nous espérons que vous l'emporterez aussi rapidement sur les Britanniques et les Français ». 25 septembre, l'attaque de Varsovie. En présence des plus grands commandants, ils bombardent la capitale polonaise avec plus de 1000 canons d'artillerie. 400 avions allemands bombardent la métropole. C'est l'attaque aérienne la plus importante de l'histoire. Les Stukas sont apparus subitement. Il y avait des bombes, des mitraillettes, des cadavres, et puis ils ont disparu. L'enfer de Varsovie. La Seconde Guerre mondiale a officiellement commencé. Mon ami, qui était ingénieur du son, m'écoutait jouer du Chopin depuis environ une demi-heure. Je lui ai dit que c'était dangereux de rester près de la fenêtre. Il m'a répondu que si une bombe tombait là, ça ne ferait aucune différence. Et tout à coup, il y a eu un grand boom. Le piano se tait. Varsovie est en ruine. Mais ce n'est que le début. Hitler opprime l'ensemble de la population.
Pour les soldats d'Hitler, l'invasion est terminée, mais la guerre vient juste de commencer. Une guerre qui a montré ce dont les humains sont capables envers d'autres humains. Ce qui commence à Varsovie se poursuit à Hambourg, Dresde et Berlin. Malgré de nombreux efforts, les Alliés ne parviennent pas à déloger une seule division allemande de Pologne. Tout à son honneur, l'armée polonaise combat contre des chars modernes et des bombardiers. Elle succombe encore plus facilement que ne l'avait imaginé le plus pessimiste des officiers alliés. Le monde commence à comprendre le sens du mot « Blitzkrieg », la guerre éclair. Après la soumission de la Pologne, la politique de guerre des Alliés est d'attendre. Ils espèrent que leurs capacités militaires vont se rapprocher de celles de la Wehrmacht. Ensuite, ils veulent lancer l'offensive à partir du territoire français. Décembre 1939. L'armée allemande imagine un plan pour occuper le Danemark tout en préparant une opération contre la Norvège. L'objectif invoqué est d'abord d'anticiper une intervention britannique en Scandinavie et dans la Baltique. Cela afin de garantir la sécurité des sources en minerai de fer suédois afin de fournir à la Kriegsmarine et la Luftwaffe allemande une position idéale pour une possible offensive sur les îles britanniques. Le 1er avril, après qu'on lui a garanti que la glace ne gênerait pas la circulation sur la Baltique et que les conditions de vol seraient satisfaisantes, Hitler approuve les plans de l'opération Weserübung. 9 avril, 4h15 du matin. La surprise est totale. Quasiment partout, sauf à Oslo, où le croiseur allemand flambant neuf Blücher est coulé par des tirs et des torpilles dans les fjords au large de la ville. Au moment des premiers tirs, plusieurs formations de bombardiers rugissent au-dessus de la ville. Face à la menace réelle de la Luftwaffe bombardant la population civile de Copenhague, le roi danois capitule presque aussitôt, demande en échange de conserver son indépendance en matière de politique intérieure. En conséquence, l'occupation du Danemark sera moins stricte, surtout jusqu'à l'été 1943. L'arrestation et la déportation des Juifs danois est remise à plus tard. La quasi-totalité d'entre eux ira se réfugier en Suède. Ce n'est pas la même histoire de l'autre côté de la Baltique. Le gouvernement de Norvège déclare son intention de se battre. Profitant du retardement des troupes allemandes à Oslo, il se retire à l'intérieur du pays. Les Norvégiens jouent sur le temps, attendant une intervention des Alliés à tout moment. Les commandants norvégiens sont conscients du manque d'entraînement et de cohésion de leurs troupes et refusent de donner l'offensive. En une semaine, les Alliés sont en mesure de fournir des forces armées afin d'aider les Norvégiens, mais la Wehrmacht prouve rapidement sa supériorité. À la fin de la première semaine de mai, les Alliés ont été pratiquement boutés hors de Norvège, laissant la partie centrale et le sud du pays sous occupation nazie. Les contre-offensives maritimes des Britanniques n'ont pas beaucoup plus de succès. Et la Luftwaffe allemande démontre rapidement que la puissance aérienne, grâce à des conditions adéquates, peut neutraliser une grande puissance maritime. À Narvik, quasiment hors de portée de la force aérienne allemande, la situation est totalement différente. La marine britannique avance rapidement et détruit les 10 vaisseaux de guerre allemands qui s'y trouvent. Dès le 14 avril, après que les troupes alliées ont commencé à débarquer, Hitler est sur le point d'ordonner à son régiment de Narvik de se retirer en Suède et de se confiner. Le haut commandement des forces armées le dissuade de se retirer de Narvik, ce qui reviendrait à sacrifier l'objectif principal. Le régiment de Narvik reçoit finalement l'ordre d'organiser une défense efficace et tenace jusqu'à début juin, où les Alliés, sous la pression des circonstances en France, décident de se retirer. 9 juin.
Un jour après que les troupes alliées quittent le pays, l'armée norvégienne se rend. La Norvège et le Danemark font désormais partie du Troisième Reich. Mais Hitler prévoit des conquêtes beaucoup plus importantes.